T'en as forcément entendu parler, ça fait énormément de bruit. Depuis janvier de cette année, les ETF Bitcoin sont aujourd'hui disponibles, des ETF spot, donc de pouvoir acheter directement au comptant du Bitcoin via les ETF ou les trackers, hein, c'est la même chose. Et j'ai reçu pas mal de questions de la part de personnes qui souhaitaient finalement s'exposer au Bitcoin, pas forcément directement, mais via l'utilisation d'un ETF. Donc je vais te présenter dans cette vidéo, selon moi, quelles sont les meilleures alternatives et quelles sont celles que tu devrais privilégier si jamais tu veux t'exposer au Bitcoin en utilisant ce nouveau vecteur qui est celui des ETF. Donc il existe aujourd'hui plusieurs manières et plusieurs façons de pouvoir stocker ces crypto-monnaies. Certains qui utilisent notamment des plateformes d'échange centralisées comme Binance, Kraken, Coinbase pour stocker ces cryptos, sauf que machinalement en fait on va dépendre de ces entités-là pour pouvoir avoir accès à nos fonds. On l'a déjà vu avec FTX, on l'a vu avec Celsius, on l'a vu avec plein d'entreprises. L'objectif de la crypto, c'est de ne faire confiance à personne et d'éliminer en plus les intermédiaires et les risques de contrepartie. Et en utilisant ces plateformes centralisées et en laissant nos crypto-monnaies sur des plateformes centralisées, évidemment nos crypto-monnaies sont à risque. C'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt d'apprendre à utiliser des outils type hardware wallet comme Ledger ou Trezor qui sont les leaders sur le marché. J'ai fait énormément de tutoriels sur cette chaîne YouTube pour montrer comment ça marche, mais c'est vraiment la base. Si aujourd'hui tu laisses tes crypto-monnaies sur des plateformes centralisées en te disant on verra plus tard parce qu'aujourd'hui ça ne représente pas des sommes importantes, il y a une grosse chance et une grosse probabilité qu'on ne puisse pas utiliser notre argent comme on le souhaite. Ces boîtes peuvent fermer, ça fait des années que je suis en crypto-monnaie, des boîtes comme ça qui ont fermé, j'en ai vu des centaines, ça continuera d'arriver. Donc vraiment l'objectif de la crypto, je le répète, c'est vraiment de détenir ces crypto-monnaies en nom propre et de ne pas dépendre d'intermédiaires, d'où l'intérêt d'utiliser des outils comme Ledger, Trezor, même si c'est un peu compliqué à utiliser. Il n'y a plus trop d'excuses aujourd'hui, il y a plein de tutos que j'ai fait, notamment sur cette chaîne YouTube. Tu les retrouveras sur la playlist crypto si ça t'intéresse. Donc vraiment prends le temps de te former sur ça et de ne pas utiliser des intermédiaires comme à chaque fois. Maintenant que tu as eu ce genre d'informations, il y avait une autre manière de pouvoir investir en crypto-monnaie, notamment de la part des institutionnels. Évidemment, quand on est institutionnel, quand on est BlackRock, quand on est Fidelity, etc., enfin, en tout cas, quand on a beaucoup d'argent et qu'on voulait investir des centaines de millions d'euros au crypto, avant les ETF, c'était assez compliqué. Et la porte d'entrée de la part des institutionnels, c'était principalement Grayscale. Alors maintenant, avec les ETF, Grayscale va, et c'est d'ailleurs le cas, même encore au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, sont en train de liquider les positions qu'il y a là sur du Bitcoin, sur de l'Ether et sur pas mal de cryptos parce que c'est plus du tout compétitif par rapport à ce qu'on retrouve sur les ETF, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais avant, c'était la porte d'entrée pour les institutionnels et c'est ce que j'ai présenté à l'écran. C'était un placement privé pour les institutionnels ou investisseurs accrédités qui permettait de s'exposer au Bitcoin sans avoir, on va dire, toutes les problématiques techniques, d'arriver sur Kraken, de poser sa carte d'identité. Ces plateformes-là, enfin les investisseurs accrédités, quand ils investissent des centaines de millions, ils achètent OTC, donc Over the Counter, et ils ne vont pas du tout acheter et faire leur KYC sur Kraken ou sur Coinbase et de s'ouvrir un petit compte comme ça, évidemment. Donc à l'époque, c'était sur Grayscale et donc c'était Grayscale qui détenait les Bitcoins, qui avait pour objectif de suivre en fait le cours du Bitcoin et les investisseurs, eux, leur permettaient d'acheter des parts en fait directement sur Grayscale qu'on appelait le GBTC. C'était pas possible pour ces institutionnels et ces investisseurs accrédités de détenir véritablement leur crypto-monnaie au même titre que ce qu'on est capable aujourd'hui de faire si on investit directement en crypto et qu'on stocke nos cryptos et qu'on utilise des alternatives comme Trezor ou Ledger que j'ai présenté un petit peu plus tôt. Là en fait on utilisait Grayscale comme custodian, donc comme intermédiaire pour stocker les bitcoins. Et nous, on achetait des parts de chez Grayscale qu'on appelait le GBTC qui était censé suivre peu ou prou le cours du Bitcoin. Donc c'était pas possible de détenir les véritables crypto-monnaies en nom propre, c'était Grayscale qui le faisait pour les investisseurs. Il y avait des frais super élevés de 2%. Et en plus de ça, c'était pas à l'époque un ETF, donc il faut savoir que la NAV, la Net Asset Value, elle pouvait aussi différer du prix du Bitcoin. D'ailleurs, il y a pas mal d'études aujourd'hui qui ont démontré que les frais de 2% et les problématiques de suivi entre le GBTC et le Bitcoin, ça avait eu un gros différentiel
sur le long terme, notamment lors du cycle précédent de 2021, on voit très bien qu'en rouge, c'était la courbe du Bitcoin et la courbe du GBTC, c'est celle en bleu. Donc en fait, en retranchant les frais et les problématiques internes de NAV que je t'ai présenté un petit peu plus tôt, on se rend compte qu'il y a un gros différentiel entre les deux et un gros manque à gagner, ce qui n'est pas pour rien. Donc ça s'est su, ça s'est vu et c'est pour ça que maintenant on commence à avoir de plus en plus d'alternatives et de plus en plus de produits structurés, notamment des ETF, pour permettre à des institutionnels et des personnes fortunées ou des personnes qui ne sont pas forcément en crypto de s'exposer au Bitcoin directement d'une certaine manière, parce que là on parle d'ETF spot, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais en crypto, donc il y a plusieurs manières d'investir. Il y a ceux qui sont comme moi qui pensent que le plus important c'est vraiment de détenir ces crypto-monnaies en nom propre et donc d'aller en acheter, de les stocker en hors ligne sur une ledger. Il n'y a pas mieux que ça parce que là il n'y a vraiment pas du tout d'intermédiaire. Et puis après il y en a d'autres qui disent bah moi j'ai pas envie de gérer tout cet aspect technique, j'ai envie de gérer mon portefeuille un peu comme ce que je peux faire avec une gestion passive, une gestion indicielle avec des ETF sur le long terme. Et donc pourquoi pas m'exposer avec une partie de mon portefeuille sur du Bitcoin. Et donc là en fait on va acheter des parts d'ETF en fonction des différentes alternatives qui vont se présenter à nous. Et c'est en fait le fonds qui va aller acheter les bitcoins et qui va les faire stocker par ce qu'on appelle des custodians, donc des plateformes comme Coinbase par exemple, ou même Fidelity, est son propre gestionnaire. C'est-à-dire que BlackRock va utiliser comme intermédiaire Coinbase pour stocker ses bitcoins, alors que Fidelity par exemple va gérer elle-même ses propres fonds et va pas utiliser d'autres types d'intermédiaires. Mais dans tous les cas, ça veut dire que si on utilise des ETF, tu l'auras compris, mais ça veut dire qu'on va être exposé indirectement à du Bitcoin, même si là c'est des ETF à réplication physique. Donc à chaque fois qu'il va y avoir des achats de Bitcoin, eux ils sont obligés pour garantir la valorisation de l'ETF d'acheter des Bitcoins directement sur le marché. Mais du coup, tu ne vas pas détenir véritablement tes bitcoins. Il y a un adage en crypto qui dit not your keys, not your coin. Donc si tu ne détiens pas ta clé privée pour gérer correctement tes fonds en crypto, au final, tes crypto-monnaies ne t'appartiennent pas véritablement. C'est un peu comme ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les métaux précieux à réplication physique. Si tu investis sur de l'or à réplication physique, au final, même si derrière, tu as de l'or qui garantit la valorisation de ton ETF, c'est pas comme si tu avais ton lingot d'or vraiment chez toi. Tu as d'autres problématiques, tu peux te faire cambrioler, tu peux perdre ton lingot d'or, et la crypto, c'est pareil. Voilà. Donc là, ça répond à une partie de l'audience, à une partie des personnes qui n'ont pas cet esprit cypherpunk et la volonté vraiment d'investir dans la crypto et de détenir leur crypto-monnaie en nom propre, mais plutôt d'avoir une gestion bon père de famille en bourse, gestion indicielle et pourquoi pas être exposé à du Bitcoin sur du long terme. Il faut savoir que les ETF Bitcoin ont eu des super performances et des super résultats, que ce soit en termes de volume et que ce soit en termes d'exposition. Donc jusqu'à présent et au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, il y a à peu près 9 ETF Bitcoin qui ont été lancés. Il y en aura sans doute bien plus par la suite. Et les volumes ont explosé tous les records. Il y a, je crois, d'après ce que j'avais vu sur d'autres articles, il n'y avait pas eu le lancement d'un ETF qui avait eu autant de succès que celui du lancement, en tout cas pour le Bitcoin. Donc tu l'as compris, il y a des avantages, des inconvénients. Les avantages, c'est que ça permet d'avoir une adoption institutionnelle, d'avoir une certaine stabilité de marché forcément, parce que ça permet de légiférer aussi et d'avoir une meilleure ouverture du marché crypto sur les marchés traditionnels. Et puis forcément, si tu as plus de personnes qui s'y intéressent, il y a moins de volatilité, parce que c'est plus difficile de faire fluctuer le cours de la crypto. C'était plus facile de faire fluctuer le cours de la crypto en 2011 quand il y avait 100 personnes qui s'intéressaient au Bitcoin. C'était plus simple de passer de 1 euro à 32 $, alors que là, forcément, de le faire passer à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, on est à 55 000 $ pour le Bitcoin. Tu vois, de le faire passer bien plus haut, forcément, ça va demander plus d'énergie économique pour le faire augmenter. Donc, une meilleure stabilité de marché et puis également aussi ouverture sur d'autres types d'investissements, éventuellement des fonds de retraite, etc. Parce que ça permet d'avoir aussi une meilleure confiance. Quand on investit des ETF, c'est qu'il y a certaines infrastructures, c'est que c'est régulé, c'est que c'est contrôlé. Donc pour monsieur et madame tout le monde, et puis même pour ceux qui n'étaient pas forcément pro-crypto, ça prouve qu'il y a quand même un certain cadre réglementaire et qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi.
Au niveau des inconvénients, forcément, une centralisation de la supply, not your keys, not your coin, comme je te l'ai dit, là tu ne détiens pas tes cryptos en nom propre, donc ça pose des problèmes. Il y a des frais de gestion, alors que si tu achètes ton Bitcoin et que tu le stockes en hors ligne, il n'y a pas de frais de gestion, c'est toi qui gères ton Bitcoin, donc il n'y a pas de souci. Il y a les risques de contrepartie, et puis en plus de ça, s'il y a des forks, c'est-à-dire que si à un moment donné, comme ce qu'on avait eu sur 2017-2018, et que une partie de la communauté Bitcoin n'était pas d'accord, notamment par rapport à la taille des blocs, on a eu la communauté qui s'est scindée en plusieurs, notamment Bitcoin Cash qui voulait augmenter la taille des blocs pour avoir des transactions plus rapides, et puis des frais plus faibles. Et en plus de ça, après, il y a eu Bitcoin Cash donc qui s'est de nouveau scindé avec Bitcoin SV, Bitcoin Satoshi's Vision, avec donc Craig Wright qui soutient Bitcoin SV, Roger Ver qui investit sur le Bitcoin très très tôt et qu'on appelle même encore aujourd'hui le Bitcoin évangéliste, quoi, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment investi très très tôt, mais qui lui a lancé son projet Bitcoin Cash. Donc là, c'est ce qu'on appelle des hard forks. Donc il n'y a pas de rétro-compatibilité entre les nouvelles mises à jour qu'on a sur Bitcoin et celles qui pourraient potentiellement arriver sur Bitcoin Cash. C'est vraiment deux blockchains séparés. Alors que quand on a des soft forks, il y a des rétro-compatibilités et il n'y a pas forcément une vraie cassure entre la version 1, entre guillemets, si tu veux, et la version 2. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand on a eu le fork entre Bitcoin et Bitcoin Cash, si tu avais 100 Bitcoin avant le fork, quand il y a eu Bitcoin Cash, en fait, tu aurais eu 100 Bitcoin Cash sur l'autre blockchain. Donc en fait, c'est de l'argent gratuit. Voilà. Si demain, il y a un autre fork sur Bitcoin, vu que tu ne détiens pas tes crypto-monnaies en nom propre, qu'est-ce que vont faire BlackRock? Qu'est-ce que vont faire Fidelity? Est-ce qu'ils vont booster les performances de leur ETF? Est-ce qu'ils vont garder les coins pour eux? Voilà, c'est une problématique que tu n'as pas si tu gères tes crypto-monnaies en nom propre. Moi, je me suis amusé aussi à regarder, notamment sur le prospectus d'iShare, je me suis tapé tout le descriptif les interlignes qu'on n'a pas forcément envie de lire quand on investit dans les ETF. Et à la page 37, tu pourras jeter un coup d'œil et c'est bien marqué que dans le cas d'une bankruptcy, donc dans le cas d'une faillite bancaire, et ce qui est marqué juste en dessous, c'est que les custodianes et également aussi les consommateurs doivent être capables en fait de subir une perte totale de leur crypto et de la valorisation de l'ETF. Il n'y aura pas de rétribution pour ces personnes. Donc c'est bien ce que je t'ai dit au départ. Si demain, vu que là tu as des intermédiaires, tu as la personne qui va garder, tu as l'entité comme par exemple Coinbase qui va garder les actifs, tu vas avoir la personne ou l'entité qui va émettre les ETF, et donc ça c'est des intermédiaires, ça peut être sujet à des faillites. On peut se poser la question, est-ce que Coinbase peut se faire hacker? Est-ce qu'il peut y avoir des faillites au niveau de Coinbase? Ou est-ce que BlackRock peut faire faillite ou s'il ne peut pas y avoir des problématiques de leur côté? Voilà, c'est un éternel débat, mais tu auras toujours plus de problèmes là-dessus que si tu gères tes cryptos en nom propre. Après, il faut être capable de les gérer aussi en nom propre. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire. Et tu vois, moi, ma grand-mère, je ne lui aurais jamais dit de gérer son Bitcoin en nom propre parce que voilà, les personnes âgées, des fois, c'est quand même très très compliqué. Et des fois, il vaut mieux qu'elles investissent sur des ETF que de détenir leur crypto en nom propre. Alors ça peut faire grincer les dents beaucoup de personnes qui sont vraiment dans l'esprit cypherpunk comme moi, hein. Moi, ça fait des années que j'investis en crypto. J'ai même une chaîne à plus de 100 000 abonnés sur la crypto. Je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises et je continue vraiment d'investir activement et je suis convaincu que la crypto sera là dans les 50-100 prochaines années. Ça fera partie vraiment intégrante de nos vies. Mais je peux comprendre qu'il y a une autre partie de la population qui, elle, n'auront peut-être pas ces mêmes objectifs-là et qui souhaitent juste diversifier leur allocation d'actifs et pourquoi pas s'exposer via le biais d'un ETF directement sur Bitcoin. Donc il y a plusieurs sites qui te permettent de suivre à l'instant T les ETF Bitcoin. Donc je te les présenterai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Tu vas avoir Blockwork et tu vas avoir Eilapolo qui va te permettre de suivre en fait la détention des actifs sur les différents ETF et sur les différents fonds qui vont émettre ces ETF. Donc là, je vais te retrouver sur mon ordinateur et je vais te montrer un petit peu ce que tu peux retrouver comme information sur ces différents sites. Donc là, je t'ai retrouvé sur mon ordinateur, sur le premier site qui s'appelle blockwork.co. Tous les sites, je te les mettrai dans la description de la vidéo, hein, si tu veux en savoir un petit peu plus et pour rapidement trouver les infos. Donc là, tu vas retrouver en fait tous les différents ETF qui existent. Donc on retrouve celui de Grayscale, qui n'est pas vraiment celui qui va nous intéresser nous, parce qu'aujourd'hui, tu vois, en termes de frais, 1,5%. Au début, je crois qu'ils étaient même à 2%, comme je te l'ai présenté. Là, tu vois, les nouveaux ETF, tu as les frais, mais tu es entre 0,30, 0,19. Voilà, là, en étant à 1,5, même 2%, forcément, c'est
c'est beaucoup trop important. Donc tu as le custodian, donc l'entité qui va garder les crypto-monnaies. En l'occurrence, très souvent, ça va être Coinbase, mais tu as aussi Gemini qui est détenu par les frères Winklevoss. Et tu vas avoir Fidelity qui est la seule aujourd'hui enseigne qui pour moi détient en self-custody leur crypto-monnaie. Donc tu vas avoir le prix, le market cap, les frais, les volumes, la quantité d'actifs sous gestion, voilà. Et puis après, peut-être d'autres qui vont se lancer, comme par exemple celui-ci, au moment où je tourne cette vidéo, qui est en train de se lancer. Donc à voir s'il se lancera prochainement. Mais c'est qu'une question de temps avant que ça se développe de plus en plus. Alors tu vas avoir différents types d'ETF. Tu as les ETF spot, comme ce que je te l'ai dit. Donc si tu achètes un ETF spot, c'est comme si tu avais des ETF à réplication physique pour le coup. À chaque fois que tu vas avoir, tu achètes une part d'ETF, par exemple, si tu achètes une part d'ETF qui représente l'équivalent d'un Bitcoin, bah, eux, ils vont être obligés d'acheter un Bitcoin pour garantir la valorisation de cet ETF. En fait, à chaque fois qu'il va y avoir des achats sur cet ETF, ils sont obligés de garantir la valorisation par des achats de Bitcoin. Et à l'inverse, quand les gens vont vendre leur part d'ETF, pour récupérer de l'argent ou peu importe, bah, ils vont vendre également aussi du Bitcoin. Mais ce n'est pas eux qui détiennent les cryptos la plupart du temps, c'est un custodian qui est régulé, comme par exemple Coinbase, qui va très bien le faire pour eux. Donc ça, c'est pour les ETF spot. Et puis après, tu en as d'autres qui vont être plutôt avec des contrats futurs, des CFD, des contrats à terme. C'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Un autre type de site qui va être pas mal, c'est celui de Apollo que je t'avais déjà présenté il y a quelques minutes, où là, tu vas pouvoir suivre la détention du nombre de bitcoins qui sont détenus par les différentes entités. Donc par exemple, BlackRock avec leurs ETF iShares, avec ici, tu vas retrouver le ticker. Tu vas voir le nombre de bitcoins qui sont détenus. Donc là, aujourd'hui, tu vois, c'est 312 957 bitcoins. Les frais, 0,25%, tu retrouves le custodian et d'autres infos qui pourront t'intéresser si jamais tu veux aller plus loin. Et donc tu peux suivre en fait à l'instant T ce qui se passe sur les différents ETF. Tu peux suivre donc les holdings, tu peux voir au fur et à mesure du temps tu vois, la valeur monétaire des différentes entités. Puis à chaque fois qu'il y a des bitcoins qui sont rajoutés, tu vas pouvoir le voir, ou à chaque fois qu'il va y avoir des ventes aussi, tu vas pouvoir le voir. Et tu peux voir également aussi les volumes et les achats sur le court terme. Là par exemple, tu vois, je fais cette vidéo le 10 juillet 2024 et on voit qu'aujourd'hui le total inflow, donc le nombre d'achats de Bitcoin sur le marché par les différents ETF, c'est 2198. Avec le halving qui a eu lieu cette année en 2024, on est à 450 Bitcoin par jour qui sont émis sur le marché. Donc tu vois, là on est à 2198 bitcoins qui ont été achetés aujourd'hui. C'est bien plus que les 450 bitcoins qui ont été minés et qui sont nouvellement mis, si tu veux, sur le marché. Donc jusqu'à présent, en tout cas depuis le lancement des ETF et à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il y a eu depuis le départ un achat bien plus important systématiquement de Bitcoin de la part des différents ETF et de ceux qui souhaitent investir dans ces ETF que de Bitcoin qu'on met en circulation chaque jour. Et donc tu peux voir en fait le détail en fonction des ETF et ceux qui t'intéressent. Tu peux avoir un détail en termes de courbe également aussi et par rapport à la détention des Bitcoins par chacune des différentes entités. Donc voilà, ça te permet d'avoir une vision plus précise de ce qui peut se passer au niveau des différents ETF. Par contre, tous ne sont pas disponibles pour les porteurs européens. Toi, si tu es en Europe, tu peux aller sur des sites comme Just ETF et choisir des ETF par exemple crypto, et tous ceux qui vont être présentés ici, c'est des ETF qui sont éligibles aux Européens parce que il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne répondent pas aux chartes ou aux réglementations qu'on a en Europe. Donc tu ne peux pas choisir tout et n'importe quoi. Donc si tu vas sur Just ETF, tu verras, tu as tout un tas d'ETF qui sont disponibles. Il va falloir que tu regardes donc la taille du fonds, si c'est une réplication synthétique, une réplication physique, que tu fasses attention aux frais, que tu regardes si c'est des ETF capitalisants, distribuants, si c'est physiquement garanti ou non. Voilà, j'ai fait énormément de vidéos sur cette chaîne pour t'expliquer comment sélectionner des ETF. Après, il faut sélectionner celui qui sera machinalement le plus intéressant pour toi. Alors pour pas te laisser partir sans rien non plus, même si le nombre d'offres qu'on a et les opportunités d'investir dans du Bitcoin via des ETF est quand même nettement plus faible aujourd'hui en Europe que ce qu'on peut avoir à l'étranger et principalement aux États-Unis. En France et en Europe, on va aujourd'hui, à l'heure actuelle, plutôt avoir des ETN qui est un petit peu différent des ETF. J'ai fait quelques vidéos pour t'expliquer les différences entre les deux. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil dans ma playlist bourse. Mais le premier que je te présente, c'est celui de CoinShare qui va avoir une réplication physique, une réplication complète, une taille de fonds de 916 millions d'euros. C'est un ETF
capitalisant avec un TER, donc des frais de 0,35%, c'est vraiment pas mal. La valeur liquidative, donc pour avoir une part dans cet ETF, c'est 50,33 €. C'est disponible sur compte titre et pas sur PEA aujourd'hui. Et le second, c'est celui de chez Wisdom Tree que je t'ai présenté, qui est un ETN également. ETF à réplication physique, complète, 631 millions d'euros pour le fonds, ETF capitalisant, 0,35% de frais. Par contre, intéressant aussi, une valeur liquidative plus faible. Donc pour ceux qui ont un budget plus modeste, là c'est plus simple pour pouvoir y accéder et d'acheter des parts complètes d'ETF. Une part c'est 12,48%. Et comme pour le précédent, c'est un ETF qui est uniquement disponible sur compte titre et pas forcément sur PEA. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Avant de partir, n'hésite pas à télécharger. Dans la description de la vidéo, tu verras, tu auras un lien qui te permettra de télécharger la liste des meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre. Il y a tout un tas de sections bonus aussi que j'ai préparé pour toi, avec vraiment le listing par catégorie des meilleurs ETF que tu peux utiliser pour tes investissements long terme et pour créer un portefeuille qui soit équilibré et qui réponde aussi à tes exigences personnelles. Donc vraiment, n'hésite pas. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.